L'histoire de Rome, on le sait, a laissé de nombreuses traces en Ombrie. À Carsoulaï, on l'a vu en première partie, mais aussi sur le célèbre lac Trasimène. Comme vous le voyez, l'Ombrie est traversée par le Tibre, mais également par une autoroute romaine qui ne s'appelle pas la Via Appia, mais la Via Flaminia. Cette autoroute militaire naît de la volonté du censeur Flaminius en l'an 220 avant Jésus-Christ. La Via Flaminia reliait Rome à une ville bien connue aujourd'hui, Rimini. Mais le commanditaire de la Via Flaminia a, avant Napoléon, connu son Waterloo, ce qui nous conduit au lac Trasimène, quatrième lac d'Italie par sa superficie, après le lac de Garde, le lac Majeur et le lac de Caume. Un lac bien moins romantique que ceux du Nord, il faut bien le dire. Même si certains lieux comme Castiglione del Lago ont leur part de charme. Mais au point de vue historique, il nous faut aller à Tuoro sul Trasimeno, où on assista à un célèbre affrontement entre l'armée romaine, conduite par notre fameux consul Flaminius, et l'armée carthaginoise, conduite par Hannibal. Les Carthaginois occupaient des hauteurs et surveillaient les Romains qui se trouvaient le long du lac et se retrouvaient dans le brouillard. Ce fut un véritable carnage. 16 000 soldats romains périrent ici et finirent sans doute dans le lac. Le consul Flaminius fut surpris et oxy. S'ensuivit la débandade de l'armée romaine. C'était le 21 juin 217 avant Jésus-Christ. En ce lieu, un musée à ciel ouvert a été créé. Il s'appelle Campo del Sole. 27 colonnes ont été érigées par des artistes de diverses nations entre 1985 et 1989. En quelque sorte, le mémorial d'un désastre. Pauvre Flaminius. En voici une autre image, au bord du lac. Parmi les produits incontournables du terroir, il importe de mettre en évidence deux produits du savoir-faire ombrien, la céramique de Deruta et le sagrantino de Montefalco. Deruta est une ville située à 20 km au sud de Pérouse, où les céramistes omniprésents sont très créatifs. Deruta est sans conteste la vraie capitale de la céramique italienne. Cette ville, du reste, a une belle et longue tradition de céramique. En 1336, oui, en 1336, vous entendez, les céramistes étaient déjà organisés en corporation. C'est tout dire. Par rapport aux habituelles fleurs de tournesol que l'on voit presque sur toutes les assiettes de Toscane et de Provence, Deruta s'impose par son originalité. Originalité des supports, originalité des sujets. Voici par exemple un visage inscrit dans une sorte de tuile. À bien y regarder, c'est Léonard de Vinci qui nous parle. Ou une assiette où le personnage féminin se présente avec un décolleté asymétrique d'une grande modernité, assurément. À quelques kilomètres de Deruta, un édifice abrite même plus de 600 ex-voto réalisés avec la céramique du coin. Notamment quand on a survécu en tombant d'un arbre. Per grazia ricevuta veut dire pour une grâce reçue. En 1690, c'était pour une chute de cheval, finalement non fatale. Et plus près de nous, en mai 1991, quand on est sorti indemne d'un accident de voiture.
C'est intense activité liée à la céramique. On peut sans doute l'expliquer. Le long du Tibre, près de là, on trouvait une argile très malléable et en même temps résistante au feu, ainsi que du silice avec lequel on réalisait le vernis de revêtement. Elle sommeille entre deux T, Todi et Trevi. Elle s'appelle Montefalco. Montefalco, littéralement la colline aux faucons, est une petite commune située à 30 km d'Assise, un peu à l'écart des grands flux touristiques. On entre dans la ville en franchissant les remparts. On s'élève sans se presser jusqu'à la place centrale. Une place banale, mais où tous les obstacles sont mis pour ralentir les endroits les plus turbulents. Et là, on découvre un message étrange, ville cardio-protégée, ce qui en réalité signifie que le territoire de la commune est fortement équipé en défibrillateurs et en personnel capable de s'en servir. Plus fondamentalement, je crois que les citoyens de Montefalco sont protégés préventivement par la boisson locale, le vin rouge le plus prisé d'Ombrie, le Sagrantino di Montefalco. Et pourquoi Sagrantino? Cette dénomination dérive sans doute de l'usage initial de ce vin. Il accompagnait les offices sacrés. Avec un vin de messe pareil, on a presque envie de devenir un curé de campagne. Le Sagrantino de Montefalco, pour le définir un peu, est un cépage qui développe de délicieux arômes de mûres sauvages. En italien, more di rovo, ce qui signifie littéralement mûre de ronces. Une envie de promenade en quelque sorte. Montefalco, cela nous ramène aussi à Saint-François, plus précisément à une église franciscaine érigée ici en son honneur au XIVe siècle. Elle abrite maintenant un complexe muséal. Un musée qui nous régale par ses fresques éblouissantes exécutées au XVe siècle. Je m'arrête ici devant le travail du Florentin Benozzo Gozzoli, en début de carrière pourtant. Quand on observe les traits des visages de ces personnages, on ne peut que les rapprocher de l'art tout en finesse du flamand Memling. L'intéressant dans ce complexe muséal, c'est que les fresques sont situées à hauteur humaine, visibles sans devoir recourir à des jumelles, et notamment dans la chapelle de Saint-Jérôme, dont je vais vous montrer un détail. La griffe de Gozzoli, on la retrouve ici. Comment qualifier l'expression qu'il insuffle au regard? Et notamment dans cette fresque où rayonne Claire d'Assise. Claire, c'est celle qui, entraînée par la démarche de François, séduite par son idéal, est parvenue à créer l'ordre des Clarisses, la déclinaison féminine des franciscains. La nature est très présente en Ombrie et à certains endroits très impressionnante, dans deux lieux particulièrement, nous allons y venir. Mais avant d'y arriver, il faut rappeler et même souligner que l'Ombrie est le poumon vert de l'Italie. C'est d'ailleurs ce qui fait la fierté de ses habitants. En Ombrie, le béton n'est pas le bienvenu. La nature verdoyante l'emporte haut la main. Ce village perché, comme tant d'autres, a droit à son écrin de verdure. Et typique aussi, à 22 km au nord d'Assise, cette vue de Casa Castalda, dont le relief et les couleurs illustrent magnifiquement le type de paysage que l'on rencontre en sillonnant cette région. Reste que certains lieux sont plus spectaculaires que d'autres, et notamment Castelluccio, au sud-est extrême de l'Ombrie. Castelluccio,
Un village isolé, en altitude, qui connaît, tenez-vous bien, 132 jours de gel par an, en moyenne, bien sûr. À l'entrée du village, on découvre le Monte Vettore, qui culmine à près de 2500 mètres. Il fait la frontière entre l'Ombrie et la région des Marches. En contrebasse s'étend le plateau de Castelluccio. Hélas, cette portion de territoire accuse une sismicité très redoutable. J'ai eu la chance de parcourir ce lieu en juin 2016. Et ce même lieu, je l'ai retrouvé 4 mois plus tard, dans les photos d'un journal. Le séisme était passé par là, et le village gisait 60 centimètres plus bas. Regardez cette photo, tout, ou presque, est à reconstruire. Heureusement, dans le plateau sous-jacent au village, le tapis floral multicolore demeure. Les fleurs jaunes s'étalent à perte de vue, et à certains endroits, le jeu des couleurs pourrait s'appeler le Festival des fleurs. Allez donc là à la fin de juin. Les plus grands daltoniens du monde n'en croiraient pas leurs yeux. Non, ce ne sont pas des fleurs aux noms savants que l'on rencontre là. C'est la nature, simple et sauvage, qui s'offre à notre regard. Sur la colline, on a planté une forêt de conifères en forme d'Italie, la Botte et les îles. Un geste patriotique posé en 1961 pour rappeler les 100 ans de l'unité italienne. C'est en quelque sorte la forêt du centenaire de la nation. Sur le plateau de Castelluccio, les troupeaux de moutons, eux aussi, goûtent aux joies des grands espaces et de la quiétude. Ce sont les régionaux de l'étape. Mais le spectacle le plus impressionnant que l'Ombrie nous offre est sans nul doute celui de la Cascata delle Marmore. De quoi s'agit-il? Au départ, il y avait une barrière naturelle de travertin qui faisait obstacle aux eaux de la rivière Velino. Les eaux stagnaient et provoquaient des inondations dans la plaine. Pour remédier à la situation, le consul Manius Curius Dentatus eut l'idée, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, d'ouvrir une brèche dans le rocher. Pour que les eaux puissent s'écouler, il fit creuser un canal de 2 kilomètres. Et au-delà, patatras, les eaux se précipitent 165 mètres plus bas. Ainsi fut créée la plus grande cascade artificielle du monde, une cascade époustouflante que n'ont pas manqué d'évoquer Virgile, Cicéron et Lord Byron. Inutile de vous dire que l'eau s'écrase ici dans un fracas indescriptible et vous éclabousse à distance. On a l'impression qu'un ciel liquide s'avance vers vous, dévale dangereusement et cherche à vous engloutir. Même avec un imperméable, le visiteur fait marche arrière. Mais oui, on a tous ses préférences. Toute l'Ombrie vaut le détour, certes, mais j'ai une tendresse particulière pour Orvieto, cette ville qui me séduit et qui m'apaise.
Orvieto, c'est un site bâti sur un socle volcanique. Par ses relevés d'altitude, on comprend que tous les habitants ne vivent pas au même étage. Pour certains, Orvieto est la ville du vin blanc, un cépage au parfum de miel, de noisettes et de musc. C'est vrai qu'il accompagne avec bonheur le poisson et les asperges. Mais pour moi, c'est l'atmosphère de la ville et la rencontre de Signorelli. À l'entrée de la cité, on peut cependant s'arrêter et descendre dans le fameux Pozzo San Patrizio, le puits Saint-Patrice, commandé par le pape Clément VII en 1529. Ce pontife, pour échapper au lance-quenet de Charles Quint, qui assiégeait Rome, pour rejoindre Orvieto, s'était déguisé en marchand de légumes de peur d'être reconnu. Arrivé à Orvieto, craignant une pénurie d'eau, il a fait construire un puits de 62 mètres de profondeur avec 248 marches, des marches pas trop hautes, afin que les mulets puissent facilement remonter l'eau à partir du fond. Force nous est aussi d'admirer la prouesse technique d'Antonio Sangallo, un chef-d'œuvre d'ingénierie. Comme à Chambord, l'escalier est à double hélice. Les mulets qui descendaient ne rencontraient pas ceux qui remontaient les marches avec des jarres remplies d'eau. Je dois ajouter que déambuler à Orvieto est un réel plaisir. Cette ville, malgré son attrait touristique, a conservé le charme d'une petite ville de province et une tranquillité qu'on ne trouve plus guère à Florence ou à Venise. Avec en prime une vue plongeante sur les alentours. En déambulant au hasard, on fait connaissance avec de paisibles palais que le guide Michelin n'avait pas recensés. Trop modeste ou trop intime peut-être? Comme dans toutes les villes un peu importantes, il existe un café historique. Ici, le café Montanucci vit à Cavour, avec ses murs tapissés de journaux. Non, le quotidien n'est pas un décor banal. Contrairement à ce que l'on trouve ailleurs dans ce genre d'endroit, ici, 1. Les plats sont appétissants, 2. L'attente n'est pas infinie, 3. Les prix sont très abordables. Et le tout vous est servi dans une atmosphère détendue. Je terminerai par le joyau d'Orvieto, la cathédrale. Une cathédrale dont le parvis est situé sur le seul endroit horizontal de la ville. Je n'ai pas peur de le dire, moi qui ai vu Rome, Florence, Sienne et Syracuse, je le dis haut et fort, la façade de la cathédrale d'Orvieto est la plus éblouissante de toute l'Italie. Elle allie en effet la créativité, la couleur et l'équilibre. Puisqu'on ne peut tout détailler, je me contenterai d'un petit arrêt sur la rosace. Admirez ce bijou, sa composition en double auréole de 22 colonnettes séparées par de petits arcs. Au centre, la tête du Rédempteur. Aux angles très colorés du carré apparaissent les 4 docteurs de l'Église, Grégoire, Jérôme, Augustin et Ambroise. L'ensemble est entouré par 52 niches de têtes sculptées, 52 par allusion aux 52 semaines de l'année. Cette somptueuse façade ne se limite pas à la rosace. Elle est encore agrémentée par des mosaïques très colorées et par des bas-reliefs de belle facture. Ici, par exemple, le sculpteur Maitani a rendu, avec une extrême finesse, ces aimables conversations des élus qui attendent à l'entrée du ciel. Je vous épargne les grimaces de ceux qui sont damnés. À l'intérieur, c'est avec joie que l'on pénètre dans la chapelle San Brizio, le chef-d'œuvre de Luca Signorelli. Sur les parois, on reste pantois devant ce magnifique trompe-l'œil. Le philosophe Empédocle, effrayé, semble esquisser un mouvement de recul. On dirait qu'il sort du tableau. Et puisqu'il fallait achever la voûte de cette chapelle, on proposa à Signorelli un thème, la fin du monde et l'Apocalypse.
Il laissa alors libre cours à son imagination, et son attrait pour la corporéité charnelle fit le reste. Il a exalté l'homme dans sa force et dans sa souffrance. Mais dans son travail d'artiste viendront s'inscrire deux événements de sa vie personnelle. Le premier, c'est une amère déception. Pendant qu'il s'employait à finaliser sa fresque, sa maîtresse décida de le quitter. Eh bien, elle aura sa punition, 2 fois d'ailleurs. Dans la fresque des damnés, il chargera un démon volant de la précipiter en enfer. Et lui-même aussi l'empoigne avec force. Elle n'échappera pas au châtiment. Un deuxième événement, plus attendrissant peut-être, servira d'inspiration à sa fresque de la Pietà. Pour peindre le Christ mort, il va prendre comme modèle le visage de son fils, Antonio, emporté par la peste en 1502. Signorelli est aussi capable de nous émouvoir. Une dernière remarque. Michel-Ange, qui passait à Orvieto, a pu admirer la symphonie des corps dans l'œuvre de Luca Signorelli. Il s'en inspira et l'amplifia dans la Sixtine. Alors, avant de gagner Rome, prenez un apéritif de haut vol. Offrez-vous l'Ombrie.